Okay, Josiane, first of all, tell us who you are and what you do, please. Oui, je m'appelle Josiane. Oh, sorry, yes, you need a microphone. Oui, je pense que comme ça va mieux. Bonjour. It would, yes. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je parlerai en français. Donc, je m'appelle Josiane Lamotte et je suis une représentante élue des locataires auprès d'un organisme HLM en France. Alors, un organisme HLM qui possède 24 000 logements locatifs et 6 000 logements en copropriété, essentiellement donc à Paris et en Île-de-France, mais implanté également donc dans la Nièvre, enfin dans certaines régions de France. Donc je suis donc cette administratrice de ce bailleur social. Yeah. Et j'habite à Paris. Yeah. And how are tenants representatives elected? Oui, alors effectivement, en France, il y a une loi depuis 1991 qui a institué donc des élections pour permettre à des représentants de locataires d'être présents dans des conseils d'administration. Alors, bien sûr, ceci est le résultat d'actions qui a été menées par des associations représentatives de locataires et essentiellement la Confédération nationale du logement que je représente. J'ai oublié de vous dire aussi, évidemment, que je faisais partie de la Confédération nationale du logement, qui est une première association de France, de locataires de France. Alors, pour en revenir donc à ces élections des représentants des locataires, il y a 3 représentants de locataires qui siègent au conseil d'administration des bailleurs sociaux. Il est bien certain que ce principe n'existe pas dans le parc privé, c'est uniquement dans le parc social. 3 représentants de locataires donc, sont élus pour 4 ans. Ils sont élus de la façon suivante. Tous les 4 ans, les élections de locataires sont mises en place selon un protocole qui est rédigé et signé entre les sociétés de logement et les associations nationales représentatives de locataires. Une liste de 6 candidats, locataires, volontaires et bénévoles, est établie en accord avec cette association nationale de locataires. Plusieurs associations peuvent présenter des listes. Seuls les locataires donc, de ces sociétés votent à ces élections. Le scrutin est à la proportionnelle, c'est-à-dire que la liste qui obtient le plus grand nombre de voix est élue. De quelle façon les administrateurs donc, sont élus dans les conseils d'administration donc, du logement social. Alors évidemment, ils participent bien sûr au conseil d'administration, mais ils participent aussi à beaucoup d'instances du bailleur. Notamment, ils participent donc à ce qu'on appelle des conseils de concertation locative. Ce sont des réunions qui ont lieu à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois, cela dépend du bailleur. Et on aborde les thèmes, différents thèmes, les travaux d'entretien. C'est très important, les travaux d'entretien, donc de réhabilitation, les travaux d'entretien courants aussi, les procédures dans l'analyse du contrôle des charges, puisque les contrôles des charges donc, sont faits par les associations de locataires pour vérifier les comptes de charges donc, du bailleur et essentiellement évidemment les charges locatives. En fait, au cours de ce CCL, nous abordons tous les sujets relatifs à la vie quotidienne donc des locataires dans leur immeuble. Les représentants de locataires aussi participent à des commissions d'attribution de logements, des commissions d'appel d'offres pour les entreprises. Des accords collectifs peuvent être mis en place aussi, des accords collectifs comme les contrats d'entretien. Il peut y avoir aussi des protocoles d'accord. Je cite en exemple la grille de vétusté. Donc il est très très important qu'il y ait justement des associations de locataires qui participent à toutes les instances dirigeantes du bailleur. And have you made a difference? What's the difference you've seen because you and other tenants are involved in this way? Oui, il y a eu effectivement des changements, notamment
en ce qui concerne, je vais parler un petit peu des travaux de réhabilitation. Nous avons de grandes difficultés en France, c'est que les résidences se dégradent de plus en plus par manque d'entretien. Manque d'entretien, de réhabilitation, de rénovation. Donc, moi, j'incite et je persuade le bailleur d'effectuer ces travaux pour éviter justement une dégradation trop importante de ces résidences. Et souvent, quand nous n'obtenons pas sa satisfaction auprès du bailleur, nous alertons quelquefois les élus municipaux. Les élus municipaux, donc la mairie, où se situe donc l'immeuble pour lequel il y a des défaillances dans les réhabilitations et dans les travaux d'entretien. Donc je vais citer en exemple une action que j'ai menée en... Just one. Your best one. Oui, c'est pour ça que je l'ai marqué, je vais vous le citer. Donc un exemple, oui, que j'ai mené donc en 2012 avec une oh là là, si je perds mes fiches. Excusez-moi. Parce que je suis obligée de noter pour ne rien oublier et pour être assez concrète et rapide. Alors, j'ai mené une action donc, dans une résidence à Paris avec une association de locataires. Alors, c'est une résidence qui a été construite en 1969 à Paris et pour laquelle aucun travaux de réhabilitation n'était prévu. Alors, n'était prévu dans les années à venir. Donc, nous avons alerté le maire et les élus municipaux de cet arrondissement et nous avions obtenu que le bailleur revienne sur ses décisions. C'est-à-dire que, comme par hasard, dès l'année prochaine, dans cette résidence, des travaux vont avoir lieu. Mais des travaux très très importants. Des travaux donc d'économie d'énergie qui apporteront une performance énergétique importante. Isolation thermique du bâtiment, la façade, les toitures, les terrasses. Le renouvellement de l'air, le système de chauffage, remplacement de la chaudière, des radiateurs, des robinets thermostatiques, la production d'eau chaude, remplacement de l'eau chaude sanitaire par de l'eau chaude collective. Alors, après ces travaux, la configuration de l'ensemble immobilier permettra d'atteindre le label BBC, bâtiment basse consommation. Okay, thank you very much for that. Attendez, je vais juste terminer encore quelque chose de très important. Le fait que la réduction aussi de 65,5% de bilan carbone permettra le passage de l'étiquette E à l'étiquette C et la réduction de 71,6% de la consommation d'énergie permettra de passer de l'étiquette E à l'étiquette B. Donc c'est grâce justement à toutes ces interventions que nous avons pu apporter donc une modification dans cet immeuble et nous continuons justement d'apporter et d'inciter donc le bailleur à faire des travaux de rénovation dans son patrimoine. Okay, that's great. Thank you very much. We can move now to Maria. Maria, you've had some experience of energy conservation. And this can lead to increase in rents. Oui. Where do you live Oui. and what happened with you? Oui. Alors, excusez-moi, mais tout à l'heure, j'ai oublié dans ma présentation de dire aussi que je faisais partie donc, de la Confédération nationale du logement, donc, au même titre que mes collègues à côté de moi. Donc, simplement, oui, par rapport, donc, en France, il existe une loi, justement, pour pouvoir permettre la réhabilitation de logements anciens ou moins anciens, mais à un moment donné où, si vous voulez, il y avait pas trop, on n'était encore pas trop sensibilisé par rapport à tout ce qui était économie d'énergie. Donc, il y a eu un accord cadre qui a été fait avec la SDH. Donc, la SDH, c'est la société où je représente les locataires au conseil d'administration. Donc, je représente et en même temps la CNL, bien entendu. Et
dans cette troisième ligne, hein, c'est un objectif qui est porté donc, pour si vous voulez, qui répond à une nécessité environnementale. Hein. En ce moment, c'est vraiment le credo, si on peut dire, de beaucoup de gouvernements et de beaucoup de... comment dire ça, de responsables, hein, de responsables de la société politique ou simplement sociale. Donc, ça appelle à des obligations donc, économiques et sociales, à l'augmentation des énergies, donc conjuguées à une situation de crise. Hein, ça, je pense que là, c'est tout... Enfin, comme vous le savez, on est tous concernés. Et donc, ça conduit à une réelle dégradation du pouvoir d'achat et à paupériser un petit peu plus les populations de ces logements-là. Voilà. Donc, et en même temps, il y a la qualité de vie des ménages qui se dégrade du fait de la dégradation du logement qui ne correspond plus aux normes. Voilà. Donc. And oui. So. Oui. And what did you do? Donc, ce qu'on a fait, c'est que justement, on a demandé. Moi, je vais vous donner des exemples par rapport à déjà des premières interventions, si on peut dire, au niveau de certains logements qui étaient très dégradés, hein, puisque ils dataient déjà depuis les années 60. Pardon ? Un exemple. D'accord. Alors donc c'est un exemple qui se trouve en milieu rural, hein, donc parce que il faut dire que la société dans laquelle je représente les locataires, c'est une société qui est implantée exclusivement que dans le département de l'Isère, hein, donc voilà. Et c'est quand même un département qui est montagnard, enfin pour une certaine de ses parties est montagnard, qui est très agricole. Donc voilà, et où il y avait justement dans ce milieu rural, parce qu'il ne faut pas tenir compte que dans les agglomérations où là, il y a des choses qui se font, mais c'est vrai que le milieu rural a tendance à être un petit peu oublié, si on peut dire. Et donc, là, dans ce milieu rural, il y avait quand même des associations qui étaient implantées depuis très longtemps. Hein. C'est des gens c'est des locataires qui se sont toujours pris en charge vraiment très tôt. Donc, en novembre 2012, il y a eu déjà une réunion publique de présentation, justement, qui a été faite par la SDH pour présenter justement un programme des travaux. Ensuite, nous, on a demandé quand même à ce qu'il y ait davantage de concertation. Et justement, tout à l'heure, vous intervenez aussi en tant qu'architecte. Et ça, c'est aussi une demande que j'ai faite. Et ça apparaît, quand j'en ai parlé, ça paraissait un petit peu incongru. Enfin bon, alors que moi, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose de tout à fait naturel, hein, de pouvoir justement associer les associations de locataires au tout début, vraiment à l'origine, si on peut dire, du lancement d'un projet, hein, avec les architectes, parce que je pense qu'il y a des choses qui, malheureusement, lorsque l'on va à des inaugurations de logements, etc., on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont vraiment aberrantes et qui vraiment n'ont pas du tout tenu compte, même de l'aspect climatique, hein, si on peut dire, des logements, enfin de certaines constructions. Voilà. Donc, il y a un exemple, par exemple, sur lequel je suis en train de me battre justement actuellement, c'est que on a construit donc la région de Grenoble. Enfin, tout le monde connaît, je pense, plus ou moins en tant que non. C'est quand même la montagne, c'est quand même une région un peu froide, même s'il y a un réchauffement climatique, même si les hivers sont un petit peu plus doux, c'est quand même l'hiver, on a quand même des périodes, même si elles sont un petit peu courtes, mais qui sont froides. Et justement, on a construit des logements avec des coursives complètement ouvertes.
hein, c'est-à-dire que vous avez la porte d'entrée de chaque logement donne sur l'extérieur. Alors, ce qui fait que s'il n'y a pas une isolation suffisante au niveau de la porte, si la qualité n'est pas suffisante, eh bien entendu, il y a quand même des problèmes. Voilà. Hein. Et donc, c'est pour des petites choses comme ça qui sont vraiment très, très gênantes. Et en plus, il y a une perte d'énergie qui n'est pas négligeable. Voilà. Oui, vous souhaitiez que je continue? Voilà, d'accord. Non, c'est parce que moi, je ne regarde pas la montre, alors donc voilà. Donc, 2 minutes. Alors donc, on est parti. Donc, on est parti sur cette 3e ligne. Il y a eu un accord cadre sur la 3e ligne de quittance, donc qui a été signé avec la CNL, entre la CNL et la société de logement, c'est-à-dire la SDH. Mais on a voulu surtout que les locataires fassent vraiment et réellement des économies d'énergie. C'est-à-dire que si c'est simplement faire du ravalement de façade ou même de, je ne sais pas moi, de faire quelques travaux pour faire baisser la facture, on veut vraiment que ça soit quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce que le montant déclaré, si vous voulez, la première année d'essai, qu'il y ait une première année d'essai pour justement se rendre compte des réelles économies qui ont pu être faites. Au niveau de l'économie d'énergie, parce que c'est quand même le but essentiel, c'est cela. Hein, pas simplement pour le bien-être de la planète, mais aussi pour le bien-être du porte-monnaie des ménages. Voilà. Pardon. There needs to be a business case. There's a business case for tenants as well as for landlords. Oui, il y a un plan commercial qui a été fait. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a eu cette signature qui a été faite. Des accords locaux ont été signés. Donc, pour justement les travaux qui ont été mis en route. Et donc, mais c'est surtout pour nous, c'est le plan commercial, c'est que le succès donc de ce genre de travaux, c'est surtout de faire baisser la facture des locataires et que ça soit révisable. C'est-à-dire que l'on veut que vraiment ça soit quelque chose d'effectif. Donc, vous entendez par quoi? Par la question des accords commerciaux. Là, je ne vois pas trop de l'accord commercial. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez me répéter la question? Parce que là, je ne vois pas trop ce que vous voulez entendre par accord commercial. I was meaning that with the microphone. I was just simply meaning that, you know, for tenants, if there's work being done, they need to make some savings as tenants on this. Bien That's sûr. all I was meaning. And you made savings, or you're checking to make sure that savings are made. Voilà. Yeah. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'économie, elle sera non seulement au niveau ça sera surtout au niveau de leur porte-monnaie, c'est-à-dire qu'ils veulent bien participer, si vous voulez, puisque c'est une loi à cette 3e ligne de quittance qui est rajoutée donc sur la quittance pour pouvoir participer aux travaux de réhabilitation et donc d'économie d'énergie, mais il faut vraiment que ça soit quelque chose de vraiment effectif comme économie. Alors, parce que rien ne le garantit pour l'instant. Tout dépend en fonction des travaux qui vont être réalisés. Yeah. Donc, si vous voulez, il va y avoir cet essai d'une année sur parce que il y a la théorie et puis il y a la pratique. Donc, entre la théorie et la pratique, c'est vrai que ça peut être tout à fait. Yeah, absolutely. Voilà. Hein. Right. Donc, il va y avoir et cet accord. Pardon. Yeah. Excuse-moi. Vas-y. I need to move on to Eddie now, if that's okay. Eddie, you've heard some of the discussions about tenants and how they're elected. What's the role of CNL? Just explain where you're from, but what's the role of CNL in terms of making sure that elected tenants are supported to carry out their role effectively? Tout d'abord, merci à tous pour votre invitation.
Et je dois dire, en ce grand jour qui est la journée internationale des locataires, c'est intéressant de participer à cette conférence. Alors, mes amis de l'UT le savent, je parle très très bien anglais, mais j'ai choisi de faire mon intervention en français pour que je puisse aller plus loin dans le vocabulaire. Voilà. Alors, je pense que c'est important de rappeler, et je pense que mes collègues l'ont bien fait, que il y a une élection importante en France qui va se passer du 15 novembre au 15 décembre. C'est l'élection des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes HLM. Et je dirais, c'est une véritable démocratie participative, directe. Et je dois dire que c'est une lutte, notamment, et une victoire de la CNL sur cette pratique en France. Et je souhaite et j'espère que d'autres pays pourront suivre cet exemple. Alors, ça concerne en fait 10 millions de personnes. Donc, c'est important, c'est un sixième de la population française. Et également, donc, ça concerne donc 4,2 millions de logements dits sociaux. Alors, la CNL, en fait, les outils dont elle dispose pour... alors, avant de répondre directement à votre question, c'est important de bien mettre en œuvre, bien comprendre ce qu'est exactement la CNL. La CNL, en fait, c'est la première organisation représentative de locataires en France. Elle dispose de 90 fédérations régionales, départementales, et aussi de 4600 amicales locales. Amicales, ça veut dire une association locale, ça veut dire une association dans la cage d'escalier, dans l'immeuble ou dans le quartier. Donc on a également, et ça c'est aussi une force de travail très importante, à peu près 800 élus administrateurs, donc représentant les locataires, dans le monde HLM. Ça représente 43% des élus totaux, hein, donc en fait c'est bien pour ça qu'on est la première organisation. Et nous disposons donc de ce premier outil, donc pour répondre directement à la question. Le premier outil, c'est notre maillage, notre implantation. Je dirais, c'est un véritable réseau dont dispose la CNL pour pouvoir, aider et coordonner l'activité et l'action des administrateurs dans les conseils d'administration. Évidemment, nous avons aussi, des séances de formation très importantes où nous formons donc les militants, ce qu'on appelle les activistes, les militants pour qu'ils comprennent bien en fait le sens dans les conseils d'administration. On a des contacts directs avec eux et principalement les contacts directs se font soit par le biais de leur fédération, de l'amicale locale auprès desquels ils sont en lien avec le bailleur, mais aussi le siège national organise au moins une fois par an une réunion d'administrateurs, notamment lors du congrès HLM, où nous sommes généreusement invités par le monde HLM. Et bien sûr, nous coordonnons l'action qu'on peut avoir. Notamment, chaque année, nous donnons à nos administrateurs des argumentaires types pour voter contre les hausses de loyer dans les conseils d'administration. Évidemment, ça suscite le débat. Évidemment, nous sommes minoritaires, mais ça permet au moins de poser la question et d'attirer notamment les élus locaux sur cette problématique de la quittance. Voilà, donc en fait, on a aussi, et notamment nous ferons prochainement une motion dans les conseils d'administration pour justement, réagir contre la dérive libérale auquel nous assistons actuellement sur la politique sociale en France par rapport au logement public et au logement social. Voilà pour les outils. And is there anything on energy costs and things you can support tenants who are trying to get renovation but make sure their energy costs reduce, as Maria said? Alors oui, donc au niveau de la facture énergétique, on a en fait, sur la charge logement, ce poids est évidemment très important. Et puisque nous sommes aussi, en delà d'être association de locataires, nous sommes aussi association de consommateurs agréés par l'État et association d'habitants. Donc nous avons aussi toute une démarche, par rapport à la consommation. Évidemment, le premier levier que nous activons, c'est la citation des pouvoirs publics pour limiter et stopper les hausses de l'énergie. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup
débat en ce moment en France avec l'EDF notamment. Et nous travaillons également donc, avec les bailleurs pour inciter donc, la rénovation, ce qu'on appelle la rénovation thermique. Alors mes collègues l'ont bien développé tout à l'heure. Sur ce sujet de la rénovation thermique, je crois qu'il faut être assez clair. Nous, sous couvert de rénovation thermique, eh bien, nous assistons quelquefois à des rénovations tout court. Et comme la loi de Mme Boutin, ex-ministre de M. Sarkozy, a introduit donc la possibilité de facturer ce qu'on appelle, nous, la troisième ligne, puisqu'on a le loyer, on a les charges, et maintenant on va avoir la troisième ligne. La troisième ligne, c'est quoi? C'est la participation des habitants aux économies, aux travaux, puisqu'on estime que c'est du donnant-donnant. Puisqu'on va faire des travaux de rénovation énergétique, eh bien on va faire des économies, et eh bien les locataires doivent reverser cette économie. Nous trouvons ça, en tout cas déjà sur le principe, scandaleux, puisqu'il y a, je dirais, sous couvert, je le répète, sous couvert de rénovation thermique, souvent c'est des rénovations tout court. Donc quelquefois on assiste à des bailleurs qui n'ont fait très peu ou pas du tout de travaux dans leur immeuble, et ils font payer une partie de cette rénovation aux locataires. Donc heureusement, on a des fédérations qui arrivent à limiter cette hausse. Oui, c'est une hausse de quittance pour le locataire, notamment en exigeant qu'il y ait une première période de chauffe, puisque le problème véritablement, c'est que la facturation de la troisième ligne se fait sur des estimations. Et ça, c'est pas normal. Voilà, donc je pense qu'il y a véritablement, donc il y a aussi ce travail qu'on fait avec les bailleurs, et il y a aussi donc tout un travail que l'on fait directement avec les consommateurs sur, je dirais, des comportements. Donc on a aussi, par exemple, une exposition qui s'appelle l'habitat économe. Donc c'est une exposition qui explique des gestes simples pour économiser, je dirais, l'énergie pour que les locataires puissent être sensibilisés à cette problématique. Okay, excellent. Thank you very much. We again have a couple of people in the audience I'd like to ask some questions of. The first is Emmanuel, of course. Yes, and we'll get a microphone across to you if that's okay. Good morning, everyone. Good morning. Do you want to introduce yourself? Oui, donc je vais parler en français puisque le panel parle français. Je pense que ce sera plus simple. Alors mon nom est Emmanuel Coste. Je travaille pour l'Organisation internationale des propriétaires, des petits propriétaires. Donc on représente les propriétaires occupants, donc 70% de la population européenne, mais aussi les petits propriétaires bailleurs. And we've been hearing about, I suppose, what is basically public housing. How does this work for private landlords? How can we get private landlords to get the win-win that Eddie talked about? You know, that we can do renovation, reduce energy costs, and it benefits private landlords. How can that work? Alors déjà, je voudrais remercier ou vous féliciter pour cette initiative parce que je pense que c'est exceptionnel et je trouve le mouvement aujourd'hui très positif. Alors, en ce qui nous concerne, les petits propriétaires, je crois que l'obstacle principal reste la question financière. Donc, si on parle des propriétaires occupants, mais aussi des petits propriétaires bailleurs, c'est comment financer ces coûts initiaux quand on fait des rénovations énergétiques. Et donc là, il y a eu pas mal de programmes mis en place au niveau national pour les propriétaires occupants, mais il y avait très peu de programmes pour ce qui est le secteur, enfin, le parc privé du logement, donc les petits bailleurs en fait. Et donc je pense que ça a changé un peu parce qu'ils se sont aperçus que si on ne s'adressait pas à ce parc, il y avait une grande partie des locataires qui étaient des locataires et des propriétaires, et une grande partie du parc qui était comme on dit en anglais, left out, donc laissé pour compte derrière de tous ces programmes financiers. Donc ça commence à changer il y a à peu près 5-6 ans. Le problème, c'est que la crise financière a mis un peu un terme à ces programmes et un peu réduit. Et maintenant, on remarque que beaucoup de politiques tendent à promouvoir l'investissement privé. Alors, ils essayent de promouvoir l'investissement privé des compagnies d'énergie, des ESCO, ce qu'on appelle les Economic Energy Saving Service Company, qui eux investissent dans votre propriété et se repayent sur les rénovations faites, sur les énergies, enfin les coûts de sauver, enfin,
j'ai un peu de mal en français, désolé, les économies d'énergie. Et donc, mais le problème, c'est que ces compagnies ne sont pas intéressées par le petit secteur parce qu'ils n'ont aucun intérêt financier. Donc, nous, on continue à dire qu'il est important de garder des programmes pour le secteur privé du logement, que c'est un intérêt pour les locataires, qu'il y a une grande partie des locataires, je crois que c'est 18% de la population qui est dans ce parc, une grande partie est aux mains de petits propriétaires, donc c'est important de promouvoir l'efficacité énergétique dans ce logement, dans ce secteur, de trouver de mettre en place des systèmes qui permettent de continuer à faire les rénovations énergétiques nécessaires. Okay, that's really good. Thank you very much. And I think it's really important that J'ai autre chose à ajouter aussi. Je pense que c'est important aussi. C'est quelque chose qui a été mentionné beaucoup aujourd'hui. Et je trouve l'idée intéressante. Je suis personnellement une fervente supportrice des relations positives entre les locataires et les propriétaires. Je pense qu'il est important d'avoir un dialogue pour l'efficacité énergétique, mais aussi pour plein d'autres questions locales. Et je pense que le rôle des collectivités locales, notamment dans l'efficacité énergétique, pour promouvoir, pour faire en sorte qu'il y ait un mouvement au niveau local, il faut impliquer tous les acteurs. Donc tous les acteurs, c'est le logement public, bien sûr, mais c'est aussi le logement privé, c'est aussi les locataires, et c'est le rôle des collectivités locales, je pense, parce que c'est eux qui ont un accès direct à ces gens, à ces acteurs au niveau local. Okay, thank you very much. And we have Daniel as well. Right, Daniel. Can you just briefly explain who you are and where you're from, please? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Daniel Biard, je suis vice-président de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat en France. Et je suis également président d'un groupe d'entreprises sociales pour l'habitat qui s'appelle Polylogie. Donc on assure la présidence de l'exécutif. J'ai beaucoup écouté depuis mon arrivée. Donc je voulais, si vous le permettez, peut-être resituer un petit peu le problème effectivement progressivement de la participation croissante des locataires dans cette problématique, notamment de rénovation énergétique. Tout d'abord, rappeler quand même qu'en France, il y a deux textes très importants, qu'on a appelé le Grenelle 1 puis le Grenelle 2 de l'environnement. Le Grenelle 1 qui définit effectivement les fondamentaux et les orientations pour pouvoir atteindre non seulement une réduction de la consommation énergétique, mais aussi, par exemple, la réduction des gaz à effet de serre. Et puis un deuxième accord Grenelle, qui est le Grenelle 2, qui, lui, va définir les modalités de mise en place. Donc on a un cadre juridique qui définit les choses, et puis plus proche de nous, au niveau du monde HLM dans lequel nous sommes, il y a effectivement la possibilité de décliner tout ça, soit au travers précédemment d'accords collectifs, aujourd'hui dans le cadre de conseils de concertation, qui progressivement se généralisent, qui se mettent en place dans un certain nombre de grands groupes, mais qui se mettent aussi en place dans un certain nombre de SH, qui vont dans cette voie et qui ont bien compris de toute façon que le premier sujet pour nous, c'est de travailler pour les gens que nous logeons. C'est important à bien des égards, d'abord pour la satisfaction pour nous et pour vous, mais également aussi parce que, quelque part, c'est la constitution, pour ce qui concerne le logement public, d'une communauté d'intérêt par rapport à l'avenir. Alors, quand on regarde un peu plus les choses, pour ce qui concerne mon groupe, par exemple, ça a donné la mise en place d'un conseil de concertation, d'abord dans une des ESH du groupe, puis ensuite au niveau du groupe. Et dans le cadre de ce conseil de concertation, on débat pas simplement, effectivement, de problématiques, souvent, je dirais, qui partent souvent de revendications, mais plus largement aujourd'hui, de discussions concernant, par exemple, les plans de travaux, sur la programmation pluriannuelle des travaux, plan stratégique de patrimoine. Et puis, nous débattons aussi, naturellement, de ce qui concerne le programme de rénovation énergétique. Pour illustrer le propos, je reviendrai sur le congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui s'est tenu il y a peu de temps. Et dans le cadre de ce congrès, l'Union sociale pour l'habitat a signé un agenda avec le ministre du Logement, puis avec M. Valls, le Premier ministre, pour définir effectivement prioritairement un programme de travaux qui a plusieurs buts. D'abord, effectivement, améliorer la qualité du patrimoine, un programme qui sera, dans sa consommation, totalement maîtrisé
par les organismes du logement social, puisque nous imaginons une mutualisation dont les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Et puis ensuite, nous avons également prévu dans ce cadre de donner une priorité sur 2 thèmes qui sont importants pour nous. D'abord la rénovation énergétique, mais également, dans le cadre du traitement du patrimoine, l'éradication de l'amiante. Donc progressivement, c'est un vaste chantier, pas simplement en France, je crois partout en Europe. Hein. Beaucoup de gens sont concernés. Et vous voyez, on prend en compte à ce niveau aussi la problématique santé qui est une 3e dominante. Alors dans les entreprises sociales pour l'habitat, au sein de la Fédération des ESH, nous avons généralisé, et c'est d'ailleurs un des axes de notre charte, nous avons généralisé la déclinaison d'une démarche dite RSE, responsabilité sociale et environnementale, qui concerne environ aujourd'hui la moitié des ESH. Évidemment, c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps et dans laquelle on retrouve un certain nombre d'actions, pas simplement des actions sur, je dirais, l'amélioration énergétique, mais aussi des actions, par exemple, sur la communication vis-à-vis des habitants, ou encore des actions dans la façon d'être, au niveau, par exemple, du comportement des sociétés ou des organismes HLM. Vous voyez là un ensemble qui est constitué, et je pense que quelque part, la relation, la discussion avec les habitants fait aussi partie, évidemment, de cette RSE à laquelle nous avons adhéré. Okay, thank you very much. I think what we've heard from France is a really important emphasis on tenants taking responsibility and contributing to this debate. I heard Eddie talk about win-win, and he's absolutely right on energy efficiency. This is something which is a help for everybody. But I also think we've heard a lot of energy and commitment from the 2 people here who have spoken about their roles and how they've made sure this happens on the ground, as well as the broader initiatives which are supported both by tenants at the national level and by landlords and others at the national level too. So thank you all very much for those contributions. Big round of applause for the panel. Thank you very much. We're now on time, as I promised, so we're going to break for 20 minutes and come back here at 12:10. Thank you very much. I've just been asked, because I didn't allow either Eddie a chance to respond at the end of the last one, or for any debate from the audience. A small amount of time, so Eddie does get the opportunity to say something now, and if anybody else wants a short debate on the last session, to do so. So Eddie, I think you wanted the chance to say something back. Oui, je voudrais pas manger trop de temps et juste réagir rapidement sur l'intervention de la représentante des petits propriétaires privés. Notamment, nous, évidemment, on est très favorable à ce que les propriétaires privés puissent rénover leur logement, mais je dirais le petit bémol qu'on avance, c'est qu'il ne faudrait pas que ça engendre des augmentations de loyer importantes. Et quelquefois, c'est ce qui arrive. Donc là aussi, je dirais qu'il y a des systèmes qui existent, notamment avec l'ANA, etc. Enfin, en tout cas pour la France. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Et donc, voilà, je pense que, évidemment, nous, en tant qu'association de locataires, on est favorable, mais qu'on assiste quelquefois justement à des situations où les loyers augmentent et quelquefois les locataires doivent partir. Donc ça, c'est dommage. Sur l'intervention du vice-président de l'ESH, je pense qu'on va dire qu'on avait un bon exemple et peut-être un bon élève, en tout cas, de la concertation avec les locataires, mais je dois regretter ici que ce n'est pas partout pareil. On a encore des endroits où ce qu'on appelle le conseil de concertation n'existe toujours pas auprès du bailleur, alors que c'est obligatoire, c'est prévu par les textes. Et donc ces conseils de concertation, donc c'est des instances spécifiques qui sont mis en place entre les associations de locataires et les bailleurs, et c'est, comme monsieur l'a illustré, c'est véritablement des endroits où on sait pas des réunions pour faire des réunions, c'est vraiment des endroits où on parle de choses concrètes et on associe véritablement les habitants, les locataires à des décisions, je dirais, qui les concernent aussi bien sur le plan stratégique, comme on parlait des travaux, mais aussi, je dirais, sur le vécu quotidien. Donc ça, c'est important. Et j'invite
Et je dois dire que j'invite tous les bailleurs à mettre en place ces conseils de concertation qui, en plus, je dirais, favorisent beaucoup le dialogue et permet aussi de mieux comprendre, je dirais, les besoins et les difficultés des locataires. Voilà, donc c'est ce que je voulais, en tout cas, je me permettais de répondre à ces deux interventions. Voilà, merci. Okay, thank you very much for that, Addy. Are there any short contributions from the audience that people want to make? I think there's someone just at the back there, lady at the back. We'll get a mic to you shortly. No. Please use the microphone, then translation. Laura Banhuet, je travaille comme consultante à Bruxelles sur les problématiques d'efficacité énergétique. Et justement, j'aurais une question à vous poser concernant le dispositif de la troisième ligne de quittance qui semble intéressant dans la mesure où il permet un partage des coûts de l'investissement, de la réhabilitation énergétique des logements. Vous avez semblé être plutôt sceptique, disons, sur ce dispositif. Il existe en France déjà depuis quelques années. Est-ce que vous auriez des retours justement sur la mise en œuvre de ce dispositif et l'application et éventuellement les bénéfices pour certaines des opérations qui ont été entre autres financées par ce dispositif? Oui, je vais réagir très vite puisque évidemment donc la CNL n'est pas favorable à ce dispositif puisque je veux dire là on est en train de faire payer aux locataires, je dirais, quelque chose dont il aurait droit naturellement, c'est-à-dire jouir d'un bien en bon état et, je dirais, adapté aux normes environnementales correctes pour qu'il ne puisse pas, je dirais, dépenser trop de chauffage. Il y a quand même des épaves thermiques, pour utiliser le mot, qui sont quand même louées à des locataires. Et je dois dire là-dessus, nous serions davantage favorables à ce que le classement qui a été fait, vous savez, les classements des appartements A, B, C, D, E, F, je dirais, sur la consommation des appartements, qu'on puisse progressivement, et comme le fait d'ailleurs, je crois, nos amis en Angleterre, progressivement, les appartements ne peuvent plus être loués quand ils sont dans des catégories trop consommatrices d'énergie. Donc je pense que là aussi, il y a des pouvoirs publics qui, en Angleterre notamment, qui aident les petits propriétaires privés à financer ces dispositifs. Donc nous, sur la troisième ligne, on n'est pas d'accord avec ce système. Alors c'est la loi, donc on essaie au maximum de l'atténuer. Et on a des exemples, on a tous les jours des exemples de nos administrateurs et de nos amicales et de nos fédérations qui nous disent mais voilà, on doit payer ça et en fait, finalement, les économies, on ne les voit pas et finalement, on paye une partie des travaux. Donc non, les locataires, on n'est pas coupable d'habiter dans des logements qui ne sont pas aux normes et je ne vois pas pourquoi on devrait payer cette troisième ligne parce qu'en fait, et si je débat un petit peu plus largement, en fait, c'est toujours au locataire, au consommateur de payer. Donc, le locataire, maintenant, il a son loyer, ses charges qui sont explosives, il a sa troisième ligne, et il y en a pour certains, c'est un autre sujet, mais je le lance quand même, c'est l'extra-loyer, c'est-à-dire le surloyer. Donc, au final, la quittance pour le locataire, elle est très lourde. Donc, non, le locataire, il n'est pas coupable, et nous sommes farouchement opposés à ce dispositif. Okay, thank you very much for that, Eddie. And that concludes this debate. And I knew there were at least one or two people want to ask questions, but that's all we have time for at the moment. So thank you for that, Eddie. Thanks for that. And I'd like to invite... Yes?